une réussite par équipe. Là, on a fait deuxième, mais on était outsider. On avait fait vice-championne de France première division avec le judo club d'Argenteuil en 2014. Ça commence à remonter. C'était vraiment une bande de copines qui étaient venues sur ce championnat pour se faire plaisir. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons, vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Sur Mirail. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui je suis avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Frédéric. On est encore une fois, on a la chance d'être reçu dans les locaux de SSM Academy, donc encore une fois merci. Et il y a un lien entre Morgane et SSM Academy parce que il y a un lien, c'est le judo, voilà, tout naturel. Et puis on va démarrer tout de suite Morgane. Et moi je vais pas dire ce que tu fais comme sport. Logiquement, les gens auront vu la vignette donc ils vont savoir, donc c'est pas une surprise, mais on va d'abord rentrer dans le portrait chinois, c'est plus intéressant. Portrait chinois, pour ceux qui suivent pas, je vais te dire un mot et tu me diras celui qui te vient à l'esprit. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors spontanément, je dirais la maison de ma grand-mère qui est située à Laval, en Mayenne. Ouais. Je précise parce que c'est pas très connu. Et près de où, Laval ? Parce que alors voilà, c'est ça en plus. Donc Laval, c'est une ville qui est située entre Rennes et Le Mans, voilà, à 45 minutes sous Rennes. C'est assez rural, voilà, mais une maison où je me sens très bien. Il y a beaucoup de good vibes. Et, je me sens chez moi. Des souvenirs ? Ouais, beaucoup de souvenirs, beaucoup de beaux moments. J'y ai passé notamment le confinement, le premier confinement. Ouais, je comprends alors. Donc non, il y a une vraie histoire. Ok, d'accord, je comprends encore mieux. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, c'est plutôt salé ou il serait plutôt les deux ? Alors, je dirais spontanément, c'est pas un plaisir gourmand, mais je suis très friande de gourmandise, de bonbons. Si, c'est un plaisir gourmand. J'ai une petite, une petite faiblesse au niveau des bonbons, mais s'il fallait parler plutôt d'un plat, moi j'aime beaucoup la tarte au citron meringuée. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est une valeur sûre. Donc t'es sucre, puisque tu as parlé de bonbons et t'as parlé de tarte au citron meringuée. Même si j'aime quand même le salé, tu me donnes une salade de chèvre chaud, enfin voilà. Il n'y a pas de difficulté de ce niveau-là. Je comprends aussi, je partage. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, puisque ça peut être différent. Alors un passe-temps que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui m'intéresse beaucoup. Alors je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais c'est l'urbex. Donc c'est l'exploration urbaine. Où le but est d'aller découvrir des lieux qui ont été abandonnés ou délaissés. Alors peu importe la nature du lieu, ça peut être une maison, un hôtel, une usine. Le but est de visiter, de ne pas du tout détériorer ou toucher le mobilier, etc. C'est juste de la visite et de la découverte. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a un côté aventureux, d'exploration et puis de découverte aussi historique, d'histoire qui me parle beaucoup. Voilà. Et effectivement, je me suis intéressé à ça parce qu'une fois j'ai vu passer, je pense que j'ai peut-être interrogé quelqu'un qui m'en avait parlé, et il y a des comptes Instagram qui sont assez qui sont assez fournis, qui sont impressionnants. Il y a des parcs d'attractions, j'en avais vu un qui m'avait impressionné, j'ai dit waouh. Bon, après il y a des moments où il faut faire attention parce que tout à fait, je précise mon propos, j'y vais une des règles d'or avec l'urbex, c'est qu'il ne faut jamais s'y rendre seul. Il faut toujours être un minimum deux parce que effectivement le lieu par définition est abandonné, donc il peut être détérioré et vous pouvez tomber, avoir un accident, ou aussi être vigilant pour pas avoir de mauvaises rencontres aussi. Et quelque part l'urbex c'est quand même aussi
un moyen de se rendre compte qu'on construit des choses et puis on laisse tout comme ça et enfin c'est dramatique. C'est dramatique, non, totalement, des lieux qui sont incroyablement, enfin on se rend compte qu'ils sont de base ils étaient magnifiques, très très beaux et que c'est laissé comme ça à l'abandon. D'un autre côté, on voit que la nature reprend ses droits et que rien n'est jamais fini, que tout évolue. Donc c'est une partie que j'aime beaucoup de l'Urbex. Très bien. Très bien. Si je te parle d'une personne ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent, qui ont compté, ça peut être des personnalités, tu me citerais qui ? Alors, on se l'est dit, c'est vrai que je vais pas me prêter à une énumération de personnalités. J'ai la chance d'évoluer. Enfin, je suis entourée de personnes incroyables et qui m'inspirent dans mon quotidien. Mais quand même, spontanément aussi, je dirais une grande personnalité qui a inspiré beaucoup de monde, qui sont Mohamed Ali. Par rapport à tout à son histoire, à l'athlète qu'il est. Ça m'a beaucoup parlé, je me suis beaucoup documentée sur lui. A contrario, je dirais aussi Sœur Emmanuelle. Ok. Ouais, voilà, rien à voir. Autre univers, mais par la bonté, par l'investissement, par la bienveillance de cœur de cette dame, c'est juste incroyable. Et je dirais pour conclure, je m'arrêterai là. Je dirais, moi j'en ai parlé, c'est ma grand-mère. Voilà, j'ai parlé de la maison, mais son habitante aussi était quelqu'un qui m'inspirait vraiment et qui me donne toujours beaucoup de force. Voilà. Okay. Quelqu'un de très avant-gardiste et de très moderne. Ok, top. C'est bien de savoir aller toucher les étoiles pour dire voilà, elles m'ont apporté quelque chose. Totalement. On a fini avec notre portrait chinois. Je vais te poser une question sur le sport. Si je te demande un souvenir de sport que tu as, et cette fois en tant que spectatrice, tu n'étais pas actrice, un souvenir de sport, ça peut être le premier grand souvenir, comme ça peut être un souvenir récent, mais quelque chose qui, voilà, si je te demande un souvenir de sport à ressortir. Un souvenir de sport à ressortir, il serait plus ou moins récent. Il va être en 2 temps, c'est-à-dire qu'il va concerner la même personne. Le premier souvenir donc revient aux Jeux Olympiques de Rio, en 2016, où je me suis rendue sur place pour soutenir Clarisse Agbenienou. Okay. Et donc j'ai assisté à sa journée et malheureusement, elle termine deuxième, mais ce qui est déjà incroyable, il faut souligner la performance. Mais c'était de voir, de vivre en tant que spectateur et être dans une salle, de voir cette alchimie, cette ambiance des jeux a été très prenante. Ça a été un moment très fort pour moi. De voir aussi une amie qui combat au jeu, c'était vraiment très, très, très fort. Et du coup, j'ai eu... alors, je n'étais pas dans la salle, mais c'était donc les Jeux de Tokyo où Clarisse devient championne olympique. Ça a été un très grand moment parce que je fais la rétrospective du parcours qui a été fait entre 2016 et 2021, de tout ce qu'elle a pu affronter et comment elle s'est battue pour... revenir et avoir ce titre. Bien sûr. Et ça a été une émotion aussi incroyable pour tout ce que ce titre représentait pour elle et puis aussi du coup pour moi d'un point de vue vraiment de symbolique du sportif, comme quoi rien n'est jamais fini. Je veux bien imaginer, parce que moi qui suis fan de sport, quand je suis devant ma télé quand il y a les Jeux Olympiques et qu'il y a une médaille d'or pour la France, je suis un peu chauvin, mais c'est comme ça. Il y a toujours cette perception, ce moment. Et après, il y a d'autres médailles d'or d'autres athlètes que je trouve touchantes. Mais effectivement, quand on connaît un peu le parcours et tout, j'imagine ce que moi je vis. Alors, je veux bien imaginer pour toi, ça doit être, ça doit être énorme quand tu côtoies les gens et que tu les vois performer. C'est quand on connaît l'histoire et qu'on voit au plus près, effectivement, l'évolution, les difficultés qui se présentent, avoir partagé. Alors voilà, encore une fois, je minimise pas la performance que Clarisse avait effectuée à Rio. Mais on a partagé donc sa tristesse et sa déception à Rio. Et comme en plus, cette Olympiade a duré 5 ans dû au Covid, etc. C'était une joie incommensurable de ce titre, même si on n'a pas pu le partager le jour même dans la salle.
mais le plaisir était quand même bien présent. J'imagine bien. Et il faut toujours rappeler, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie de dire, mais quand on termine les Jeux Olympiques sur une finale et que on est deuxième, on termine sur une défaite. Quand on est troisième, on termine sur une victoire. Donc c'est toujours un peu complexe et effectivement les commentateurs le répètent, mais je pense qu'il faut jamais oublier ça, c'est qu'on termine sur une défaite. Alors des fois ça aide à avoir les crocs et à aller chercher encore plus la médaille d'or après, mais c'est pas toujours le cas. Non, c'est très 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 juste. Je confirme ton propos. Vous avez fait toute une journée, vous êtes préparé pour cet événement, vous avez gagné tous les combats pour arriver en finale. Et souvent dans le jargon, on dit qu'une finale ça se perd pas. Oui. Et vous arrivez au bout de la journée sur effectivement une défaite. Donc c'est il y a un goût amer et souvent on voit alors. Tout dépend de l'histoire du sportif et de ce que ça représente. Bien sûr. Mais on voit souvent le premier, bien évidemment, et le troisième qui sourit, et le deuxième toujours un peu, pas tristouné, mais on sent une pointe de déception, mais ce qui est totalement compréhensible. Après, effectivement, ça dépend. Si on est un outsider total, qu'on est arrivé en finale, on est hyper content de cette médaille. Exactement. Mais là, en l'occurrence, pour Clarisse, c'était la médaille d'or qu'elle venait chercher. C'était la médaille d'or. La journée avait été effectivement difficile parce que aussi quand vous êtes leader, vous êtes attendu. Il y a une pression. C'est vrai que sur ce point, depuis le début des Jeux Olympiques de Rio, le judo français n'avait pas glané de médaille. Donc l'entrée de Clarisse était extrêmement attendue. Donc, il y a eu beaucoup de pression et c'est ajouté, alors oui, une performance, mais pas à la hauteur de ce qu'elle escomptait et ce que je peux totalement comprendre. Ok. Et cette fois, je vais te poser la même question, mais un souvenir de sport où tu étais actrice. Et ça peut être dans quel que soit le moment de ta vie, hein, c'est un souvenir marquant. Ah non, totalement. Je dirais que le souvenir de sport où je suis actrice, c'est quand je suis devenue championne de France universitaire, où ça a été une journée totalement fluide, où c'est vrai que beaucoup de sportifs tiennent le même discours, mais où je savais que j'allais aller au bout et surtout que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait mon judo, j'ai projeté, il y avait pas de ça s'est pas joué à deux doigts ou à des pénalités, etc. C'était vraiment net. Voilà. Donc ça c'est un vrai souvenir, et puis j'ai envie de le dire aussi, un beau souvenir d'une réussite par équipe où là on a fait deuxième mais on était outsider, où on avait fait vice-championne de France première division avec le judo club d'Argenteuil en 2014. Ça commence à remonter, mais c'était vraiment une bande de copines qui étaient venues sur ce championnat pour se faire plaisir. Et on a battu beaucoup de grandes et belles équipes. Et puis c'était aussi dans ma région. Donc ça a été une journée franchement mémorable. On aurait voulu l'or, mais c'était incroyable, riche en émotions et en plaisir. Ok, c'est pour ça que je pose cette question et que j'insiste sur le fait que c'est pas forcément une victoire, un moment riche de sport où on est acteur. C'est des fois une défaite dans laquelle on s'est ressoudé, on a des souvenirs et ainsi de suite, et voilà, il y a plein d'éléments derrière ça. Totalement. Merci pour ça. Dernière question, ton environnement familial, c'est des parents sportifs de haut niveau, c'est un frère des proches sportifs de haut niveau, ou bien au contraire, tu es la première d'une peut-être longue lignée? Alors effectivement, mon cadre familial, c'est pas un cadre de sportifs de haut niveau. J'ai une maman qui a toujours aimé le sport, qui a pratiqué le sport, mais pas au niveau et pas dans ma discipline. D'accord. Par contre, j'ai des parents qui sont toujours, passionnés. Passionnés par que ça soit d'un point de vue sportif, mais aussi artistique ou de voyage. Mais étant enfant hyper active, mes parents m'ont vite mise au sport, et en fait naturellement à l'âge de 6 ans je suis allée au judo parce que on avait recommandé le judo à ma maman, et surtout via le centre aéré. Et puis ça a été un coup de foudre immédiat, même si j'ai vagabondé vers d'autres sports aussi. Mais dès que j'ai foulé les tapis à l'âge de 6 ans, je les ai jamais quittés jusqu'à ce jour. Et justement, on va commencer à enchaîner sur ton parcours. Qu'est-ce qui fait que c'est un coup de foudre? C'est quoi les premiers
souvenirs que tu as, c'est les gestes, c'est l'ambiance tatami, c'est le fait qu'on peut se jeter par terre. Enfin voilà, il y a plein d'histoires différentes autour du coup de cœur avec un sport. Il y en a, c'est le ballon, il y en a, c'est l'ambiance de la salle, c'est l'entraîneur. Enfin voilà, ça a démarré comment? Alors, c'est une excellente question. Je dirais que c'était... je me suis sentie au bon endroit. Je sentais que je pouvais être moi-même, m'exprimer, étant effectivement une enfant très dynamique et qui avait besoin vraiment d'évacuer son énergie. À travers le judo, je trouvais que ça faisait sens. Et puis, il n'y avait pas de redondance, c'est-à-dire que j'apprenais toujours un nouveau mouvement que je pouvais en plus appliquer lorsqu'on faisait des combats. Et puis, le temps passait à une vitesse, je ne voyais pas du tout la séance défiler. Et puis aussi l'idée d'avoir un kimono, de pouvoir courir, saisir, tout le corps en action faisait que je pouvais vraiment m'exprimer, je dirais, m'exprimer ma personnalité, mais aussi physiquement. Je sais pas si c'est, je parais très claire dans mes propos, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et quand tu dis hyperactive par rapport à l'école, ça veut dire que vraiment tu étais, je vais pas utiliser le bon mot, mais en difficulté, parce que c'est vrai qu'en France, quand on dit hyperactif, il y a souvent il y a une difficulté autre parce que on a un modèle éducatif qui est pas fait pour réussir avec ces personnes. Donc tu étais vraiment diagnostiquée comme hyperactive, ou t'avais beaucoup d'activités? Voilà. Alors, j'ai pas été diagnostiquée comme hyperactive, j'ai été diagnostiquée comme dyslexique, donc enfant 10. Donc la concentration, c'était quelque chose qui m'était très difficile, de rester assise, à écouter, mais que ça soit dans le système scolaire ou autre, c'est-à-dire que moi, ma famille, s'ils n'avaient pas les yeux sur moi, on me perdait très rapidement. Il fallait que j'explore, il fallait que je monte, il fallait que je grimpe, et puis si j'avais pas ma dépense d'énergie n'était pas effectuée, enfin c'était difficile, vraiment c'était difficile, c'était épuisant pour mon cadre familial, et donc le judo a permis vraiment de me structurer, de me cadrer, parce que effectivement c'est un sport qui a des règles, où il y a une discipline, et en même temps quand vous êtes dans le combat vous pouvez vous exprimer, alors toujours dans le cadre des règles, vous pouvez faire toutes les prises que vous souhaitez, qu'on vous apprend, pardon. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après j'ai fait d'autres choses, j'avais fait d'autres sports, j'avais même fait du théâtre, jusqu'à ce que, voilà, on va en parler après, que je prenne le chemin du sport de haut niveau et d'évoluer dans des structures. Et justement, qu'est-ce qui t'amène, on va y arriver, en tout cas, comment tu repères, toi, un moment où est-ce qu'il y a un moment de déclic où tu dis je veux aller plus loin que juste le faire en loisir? Est-ce que c'est toi qui le repères? Est-ce que c'est des entraîneurs qui disent Morgane, elle va aller plus loin que ce que... Ou est-ce que c'est même tes parents? Enfin voilà, pour que les gens sachent, parce que c'est souvent un déclencheur, et il y a plein de parents qui se posent des questions en disant est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois le pousser? Est-ce que je dois écouter l'entraîneur? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors non, c'est vraiment venu de moi, mais depuis toujours. C'est-à-dire que je suis rentrée à ce qu'on appelle en section sportive départementale à l'âge de 12 ans, en 6e. En fait, tout simplement, mon club nous a informé les parents que cette section existait et qu'on pouvait postuler pour pouvoir y rentrer. Et puis, il y avait aussi, on était une bande de copains du même club qui étaient motivés à rentrer dans cette structure, parce qu'on avait le goût de la compétition et puis le goût du judo surtout. Donc tout simplement j'ai candidaté. C'est moi qui ai sollicité mes parents pour que je puisse intégrer la section sportive, mais de façon toute naturelle. Ça suivait son cours, quoi. C'était logique. Et quand tu rentres dans cette section sportive, c'est quoi ce qui fait que tu vas avancer vers le statut de sportif de haut niveau? Est-ce que c'est des victoires? Est-ce que c'est du potentiel? Parce que des fois, on peut ne pas avoir de victoire très marquante, mais dire il y a un vrai potentiel et les personnes te sélectionnent quand même et t'avances vers ce statut de sportif de haut niveau. Tout à fait. Alors,
vraiment à contrario, pour poser un cadre, je suis tout sauf talentueuse. Il n'y avait pas de potentiel. C'est-à-dire que on me présentait une prise. Moi, c'est peut-être pas en une fois que j'allais l'assimiler, ma forme de corps. C'était, après, tout judoka répète et répète, hein. Mais moi, il me fallait du temps pour l'assimiler. Aussi, au niveau de la coordination du corps, ça se rejoint avec la dyslexie, hein, encore une fois. Le rapport au corps dans l'espace, la gauche, la droite, c'était beaucoup de facteurs pour moi qui étaient assez déstabilisants, alors que paradoxalement, ça me plaisait beaucoup. Alors, j'étais pas talentueuse, mais j'étais extrêmement déterminée. Okay. Voilà, j'avais décidé que c'était mon chemin. Ok. Donc on met souvent en face de talentueux, on met besogneux. Tu serais besogneuse et déterminée, quoi. Incontestablement. Okay. Incontestablement. D'accord. Et donc c'est ce qui fait que petit à petit, tu avances. Et à quel moment ça se déclenche pour toi, et à quel moment tu te dis je vais pouvoir être sportif de haut niveau, parce que entre guillemets performer, déterminer, etc., c'est un fait, et on peut rester, je vais prendre l'exemple au niveau régional ou à un niveau national en fonction des types de sports. Toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une détermination et tu te dis je vais pouvoir être sportif de haut niveau? C'est par des victoires justement, où il y a une victoire déterminante, où il y a un entraîneur qui rentre dans le... Ouais, je dirais que c'est une compilation de tout ça et de choix aussi. C'est-à-dire que je rentre en sport-études à 12 ans, donc en 6e, et puis on arrive, donc je fais des performances, mais voilà, on est minime, cadet, donc le niveau, le plus gros niveau n'est même pas un championnat de France. Et quand vous êtes minime, nous à l'époque, parce que c'est plus le cas maintenant, c'était les interrégions, donc tout le niveau de l'Ouest, le Grand Ouest, etc. Puis ça n'allait pas au-delà. Donc on va dire que j'étais là, je faisais des performances, mais c'était pas mirobolant véritablement. Et puis, arrivé en 4e, j'ai eu la possibilité de passer au stade au-dessus, c'est-à-dire rentrer en pôle espoir. D'accord. Donc au niveau régional. Les meilleurs cadets, donc vous avez entre 14 et 16 ans, se retrouvent dans une structure. Donc moi, c'était à Nantes, pour continuer leur accession au haut niveau. Je dirais que le pôle espoir est vraiment la première marche d'une démarche de haut niveau. Ok. Et là, tu quittes l'enceinte familiale, on tout va à dire, fait. la maison famille et tout. Exactement. C'est donc je quitte le domicile familial à l'âge de 15 ans, et de façon, toujours très enthousiaste. Voilà, c'est une nouvelle aventure, je sais pourquoi j'y vais. Au début, ça n'a pas été simple parce que, pour la petite anecdote, j'avais pas été prise en internat pour faute de place. Donc le fait de pas être prise en internat faisait que je pouvais pas me rendre sur la structure, alors que tout avait été acté d'un point de vue sportif, mais aussi scolaire, parce que c'était important. Dans le dossier de candidature, on étudie vos résultats scolaires, et c'était la fin du monde. C'était vraiment, ça a été la débandade pour moi, parce que c'était pas concevable. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours aidé et accompagné dans mon projet. Donc on a trouvé, c'est très drôle, mais ça fait un petit lien avec sœur Emmanuelle. On a trouvé une chambre chez des sœurs qui était tenue par une pension, voilà, qui était tenue par des sœurs pour que j'ai un logement et que je puisse effectuer ma scolarité et mon parcours de sportif de haut niveau. Ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire que je suis rentrée dans cette pension de 10 jours et puis j'ai pu intégrer au final l'internat. Mais pour vous dire ma détermination, c'est que c'était pas possible que je n'y aille pas. Donc j'ai écrit une lettre manuscrite au proviseur du collège, lycée, de la cité scolaire où on était, pour dire écoutez, ce n'est pas possible en fait qu'il n'y ait pas de place. Okay. Mes parents sont rendus sur place, etc. Au final, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Ok, top. Et tu disais, pour être retenu, c'est le niveau sportif et le niveau école, par rapport à la dyslexie et autres. Comment tu t'en sortais justement au niveau de l'école? Je m'en sortais difficilement, mais je m'en sortais. Okay. C'est-à-dire que moi, ma dyslexie donc a été diagnostiquée jeune, donc je faisais des cours effectivement d'orthophonie, mais je dirais que le parcours du combattant, on va dire d'un point de vue scolaire, a débuté très jeune, puisque j'ai redoublé mon CP tout de suite. Okay. Et spontanément, moi dans ma tête, voilà, ce système aussi un peu déterminé,
je me suis dit bon bah ça va être dur. Et puis Morgane, t'as grillé ta cartouche, on va dire de redoubler une fois dans son parcours scolaire. J'ai dit bah moi dès le début ça va être compliqué. Donc en fait, c'était tout simple, je travaillais. Okay. Je travaillais pas de façon efficace. Je travaillais en quantité. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes au collège, normalement un élève ne travaille pas non plus plus de 2 heures quotidiennement. Moi c'était mon cas pour avoir 10. Okay. 10-12, donc j'étais une élève moyenne, toujours motivée, mais qui effectivement on sentait qui était fragile. Voilà, donc j'avais des résultats qui étaient tout justes, et puis j'avais pas eu de tiers-temps, c'est-à-dire que je n'avais pas de temps en plus lors de mes examens. On l'expliquera par la suite, ça a été le cas par la suite, mais jusqu'à ma terminale, ça n'a pas été le cas. Ok, donc ça veut dire que tu fais le collège et jusque même ton bac français aussi. Ouais. Parce que on va l'expliquer maintenant. Il y a des règles particulières en fonction quand tu es diagnostiqué 10. Exactement. Il faut faire un dossier à la MDPH, en fait, à la maison de l'handicap. Alors effectivement, il y a des différents handicaps qui sont répertoriés, dont la dyslexie. Encore une fois aussi la dyslexie, il y a plusieurs échelles, plusieurs formes. Donc moi, la mienne, c'était vraiment de classique, c'est-à-dire confondre des lettres, les mots, et puis de la réflexion. C'est-à-dire que pour comprendre une indication, ça me demandait du temps. Je dis souvent qu'un dyslexique va trouver le même résultat que vous, mais au lieu de faire A plus B égale C, il va passer par tout l'alphabet avant de trouver C. Okay. En fait, ça s'est passé, c'est très très drôle, c'est qu'en seconde, en seconde ou en première, je ne sais plus, mon professeur principal, de mathématiques, se rend compte qu'il y a un truc qui cloche avec moi par rapport à la géométrie. Il dit c'est pas logique, et elle s'intéressait à la dyslexie, et elle me dit Morgane, je pense qu'il faut faire un bilan pour voir si tu as des troubles dyslexiques. Donc c'est ce que j'ai fait, et effectivement. Suite au diagnostic de l'orthophoniste, j'ai pu monter mon dossier à la MDPH et prouver entre guillemets que j'avais besoin d'un temps supplémentaire lors de mes examens. Et ce qui a été le cas dès le lycée jusqu'à ce jour. Ok, très bien. Donc c'était bien de le préciser parce que ça permet d'expliquer certaines choses à des personnes qui ne connaissent pas, et ça reste en lien avec le sport, parce qu'à un moment donné, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs scolaires, le sport, ça ne marche pas non plus derrière. Tu arrives à avoir le bac, oui. Et donc là, c'est à ce moment-là que tu rentres à l'INSEP ou c'est un petit peu après? Comment ça se passe? Explique-nous. Alors, je fais un petit lapsus, une petite précision. Donc ce n'est pas fini. Effectivement, je passe mon bac et paradoxalement, je passe un bac littéraire. Okay. Voilà, donc trouble de l'apprentissage, trouble de la lecture, de l'écriture. Alors je parlais de l'urbex tout à l'heure, mais j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire. Donc j'écrivais avec des fautes d'orthographe monumentales, mais j'avais un besoin aussi je prenais beaucoup de plaisir, tout simplement à écrire et à lire, par aussi mes parents qui m'ont donné ce goût très très jeune. Donc je vais en littéraire et je n'obtiens pas mon bac. La première fois. Okay. Je vais au rattrapage. Je loupe mon bac pour 3 points. Mon monde s'écroule parce que je devais monter à Paris en fac de droit. Je n'étais plus à ce moment-là en structure. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le pôle espoir. Je suis rentrée en 3e jusqu'en première. Et puis, je décide de sortir de structure, on va dire fédérale, pour m'entraîner que en club. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, c'est un entraîneur et puis je dirais un instinct. D'accord. Je m'en explique. Je voulais candidater pour aller en Pôle France, donc l'échelle encore au-dessus quand vous êtes junior, donc entre 16 et 19-20 ans, catégorie d'âge. Donc j'avais candidaté à 2 Pôles France, il y en avait 4 en France. Je passe un premier pas examen, mais les tests ouais. Exactement. J'en passe un à Orléans qui se passe bien, et la veille d'aller à Bordeaux, parce que j'étais à Nantes, mon entraîneur, on a une grosse discussion et il me dit Morgane, si tu vas y aller, si tu vas en Pôle France, tu vas te servir vraiment de viande et ça va pas te détruire, mais ça va vraiment te desservir.
moi, déterminer si j'ai décidé quelque chose, qu'on me le dise ou pas, même si c'est mon père, ma mère ou quelqu'un de très important, je vais l'écouter poliment, mais je vais en faire qu'à ma tête. Ok. Finalement, je me dis qu'il a pas tort, parce que à l'époque, j'ai voulu dans un club qui est extrêmement fort, avec beaucoup d'opposition, avec une planif d'entraînement qui est très lourde, vraiment du lundi au samedi, et que vous soyez cadet jusqu'au senior, vous entraînez tous ensemble. Donc je me dis, bon, bah là, j'aurai du sur-mesure, j'aurai ma structure, j'ai tout sur place, physique, judo, donc je vais rester là. Du coup, je décide de sortir de la structure et de rester à Nantes. Et donc c'est l'année où je n'ai pas mon bac, mais je voulais monter à Paris, donc Paris pour le judo, effectivement, puisque le meilleur niveau français se trouve à Paris. Et puis, je voulais aller en fac de droit dans l'une des meilleures universités de France, qui était Paris 2 Assas. Et puis je rappelle que tu as dit tout à l'heure que tu avais grillé ta cartouche avec le CP. Donc dans ta tête... Plus 2, ouais. Tu te dis, j'ai déjà eu le carton jaune, là, pour toi, c'est le carton rouge. Mais c'est la honte. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à parler de ça. C'est-à-dire que tout le monde dit que c'est normal d'avoir son bac. C'est quelque chose qui est acquis. Pour ne pas avoir son bac, c'est que vraiment on n'a rien fait, qu'on n'a pas travaillé, qu'on l'a pris un peu par-dessus la jambe. Ce qui n'avait pas du tout été mon cas. J'avais vraiment... Tu avais le judo à côté. Voilà, et puis même j'avais... difficultés. Mes professeurs m'avaient mis avis favorable sur mon dossier pour le bac. Enfin, il n'était pas du tout... ça allait être juste, comme d'habitude, mais de là à ne pas passer, enfin, c'était pas envisageable. Et quand ça passe pas, tout mon après, tout s'arrête. C'est-à-dire que tout était fait pour que j'aille à Paris et c'était réglé. Et là, j'ai un coup près. Donc c'est très violent pour moi. Mais encore une fois, je réagis entre guillemets violemment. C'est-à-dire que ma déception est énorme puisqu'elle est à la hauteur de mon investissement, mais elle est courte. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, j'ai dit bah non, on va trouver une solution. Et j'ai emmené ma famille avec moi. Donc on a trouvé un lycée qui était le plus proche de la porte de Châtillon, c'est-à-dire porte de Châtillon, c'est là où il y a le siège de la Fédération française de judo, et puis ce qu'on appelait aussi l'Institut national du judo, qui est l'antichambre de l'INSEP. Okay. Et puis voilà, je vais aller au lycée le plus proche, et puis il n'était pas question qu'en fait je reste là où j'avais échoué. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis partie, j'ai été prise dans ce lycée où, quand même, je mets une autre anecdote, ma mère en était malade parce que c'était un lycée un peu où on prenait les dernières chances, quoi. Okay. Il y avait que à peine 70% de réussite au bac. Enfin, il n'avait pas la réputation d'un établissement, on va dire, d'excellence, de réussite. C'était plutôt le lieu géographique qui était important pour toi. Exactement. C'était à 2 portes de transport, de métro, en fait, du lieu de l'entraînement. Et il s'avère que j'ai eu mon bac du premier coup. Enfin, du premier coup. En tout cas, j'ai pas été au rattrapage. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Je me suis retrouvée avec d'autres judokas aussi qui avaient été dans le même cas que moi. Okay. Et ce lycée a été... j'ai rencontré des professeurs incroyables. Okay. Pour l'anecdote, c'est qu'il faut arrêter de penser que parce que un établissement a une réputation, une forte réputation, que tout le monde va réussir ou qu'il y a d'excellents professeurs. Je ne dénigre pas. Mais dans d'autres établissements aussi où il y a des problématiques, on trouve des professeurs qui sont passionnés et qui adaptent aussi leur façon d'enseigner aux élèves qu'ils ont. Et moi, ça a été très riche, en tout cas pour moi. Tant mieux, c'est bien que tu le précises, et la mise en lumière, elle est intéressante. Il se passe quoi donc après ce bac? Tu vas t'inscrire à cette fac de droit? Tout à fait. Que tu voulais faire? Que je voulais faire. Tu avais une idée d'un métier? Le lapsus révélateur. Ça, c'est fait. Tu avais l'idée d'un métier particulier que tu voulais faire en faisant du droit? Alors oui, depuis toute jeune, depuis que j'ai une dizaine d'années, j'étais guidée par l'envie d'être avocate. Okay. Et puis, en me renseignant, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une spécialité en droit du sport, notamment. Et ça a été une conviction qui m'a guidée jusqu'au bout, puisque on va continuer, mais le parcours sinueux n'est pas terminé, j'en suis qu'au début. Okay. Donc revenons, tu rentres dans ta fac de droit. Au niveau judo, c'est là où tu intègres l'INSEP ou tu es encore dans cette... Alors j'intègre l'INSEP, j'intègre l'Institut national du judo, ce qu'on appelait nous l'IJ, encore une fois, qui était l'antichambre de l'INSEP. Donc en gros, c'était les jeunes seniors à performer,
qui intégraient cette structure pour potentiellement après vraiment être à l'INSEP. Donc moi j'intègre cette structure en 2012. Donc c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, je m'entraîne toujours hors structure. Je m'entraîne sur la structure d'entraînement à l'Institut national du judo, mais je ne suis pas sur les listes sportives de haut niveau. Je suis licenciée dans un club parisien, je suis dans une démarche de haut niveau, je suis listée au niveau de l'université, mais j'ai pas encore intégré ou en tout cas retrouvé le système fédéral. Ce qui se fera en 2012, puisque j'intègre l'université en 2010. Donc première année de droit, je redouble. Je redouble pour 2 matières. Ce qui se passe en tout cas pour nous à Assas, donc vous avez 2 semestres. Les semestres se compensent entre eux, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir 8 sur 20 au premier semestre et 12 au second. Vous avez votre année. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des rattrapages, encore une fois. Donc moi, je vais tout le temps en rattrapage, qui ont lieu pour ma part en septembre. Donc on bûche l'été, pendant les stages aussi. Et pareil, c'est-à-dire que sur 12 matières, j'en valide 10 et je redouble pour 2 matières. Donc, c'est-à-dire que je redouble pour 3 mois de cours sur l'année qui suit. Wow. Voilà. Donc déception de plus, parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est la 3e fois. Le temps passe, vous voyez vos amis avancer. Vous vous dites, est-ce que... Alors, je me le dis pas tout de suite, parce que je me dis, je continue, puis je vais trouver une alternative. C'est-à-dire que je vais travailler, je vais faire des stages en cabinet d'avocat, parce que je trouve ce qui est un peu dommage dans les études universitaires, surtout en licence, c'est un manque de pratique, un manque de stage, qu'il n'y a pas, ou que vous n'avez pas spécialement le temps de le faire aussi en tant qu'étudiant au niveau de votre licence. Donc je me dis mon parcours va être différent, mais il faut que je le valorise et il faut que j'arrive à évoluer de façon différente. Donc j'ai effectué des stages dans des cabinets d'avocats où je précise toujours ma démarche de sportif de haut niveau pour pouvoir toujours m'entraîner, partir en compétition. Et c'est ce que je fais. Donc je valide ma première année en 2 ans. D'accord. Au niveau judo, tu continues à performer? Je continue à performer. Je me qualifie pour la première fois au championnat de France première division, donc le meilleur niveau français. Je commence à faire des résultats d'un point de vue national sur le circuit senior. Pas encore véritablement sur le plan international. Je participe à des compétitions internationales, mais ça n'aboutit pas. Mais je suis déterminée comme jamais et je suis convaincue que ça va marcher. Et puis surtout, c'est que je me sens progresser. C'est-à-dire que je change aussi de structure d'entraînement. J'ai changé de club, comme j'ai pu le dire, et j'évolue. Donc j'ai pas cette sensation de stagner ou de régresser. Loin de là. Le parcours continue et se répète. C'est-à-dire que 2e année de droit, rebelote, exactement même scénario, je redouble pour 2 matières et la même chose. Est-ce qu'il y a un moment où te vient en tête l'idée de dire je peux plus faire les 2? Jamais. Est-ce que dans l'idée, au moment où tu redoubles, etc., il y a pas cette... Non, parce que je le mets pas sur le dos de la pratique du judo, du manque de temps ou du fait que c'est difficile de se consacrer à vraiment 2 choses, voilà, 2 activités en même temps. Je le mets sur le dos de effectivement je suis tout sauf scolaire dans ma façon d'appréhender les devoirs, ce qu'on me demande, et j'ai choisi des études extrêmement scolaires. On peut le dire. Voilà, et en plus des études qui sont assez exigeantes. Et puis j'ai aussi visé une des meilleures universités de France qui doit tenir également son rang. Mais il est hors de question d'abandonner. En fait, ça ne me traverse pas l'esprit. Et je me dis, tant pis, ça va être long, mais je vais aller au bout et je sais pourquoi je vais au bout. Donc ça continue. Après, j'ai une chance, c'est qu'en 3e année de droit, je rentre à Assas, Université de Paris 2, proposée aux sportifs de haut niveau, une 3e année particulière destinée aux sportifs de haut niveau, qui pouvait être en fait une quinzaine d'élèves dans une classe en alternance, donc qui était en lien avec le CFA de Paris. Donc vous faisiez une 3e année de licence
classique au niveau de l'apprentissage, etc. Mais vous étiez en classe, puis en amphi. Je travaillais. Et on était libérés l'après-midi pour nos entraînements. Donc, c'est-à-dire que la semaine, entre 2 et 3 jours, soit on était à l'école le matin, de 8h à 13h, soit on était en entreprise. Et le fait que tu n'étais pas sur les listes de sportifs de haut niveau. Là, j'y étais. D'accord, là tu y étais. Donc ça t'a permis de rentrer dans Ça m'a permis de rentrer. Donc là, j'étais à l'INSEP. Parce que donc je suis rentrée à l'INSEP en 2014. De 2012 à 2014, j'évoluais. Je pouvais aller m'entraîner à l'INSEP, mais je ne dépendais pas du système INSEP. Et puis, je commence à performer. Effectivement, je fais des podiums au championnat de France universitaire. Je suis toujours première division. Je commence à évoluer aussi au niveau international. Donc, et puis il faut dire aussi que mon investissement, mon engagement aussi à l'entraînement se voit. Donc, c'est-à-dire que en tant que sparring partner, j'étais intéressante parce que moi, j'allais chercher les filles les plus fortes de ma catégorie, les meilleures françaises de l'équipe de France. Et puis, j'y allais, je me battais. Donc, c'était intéressant pour les titulaires de l'équipe de France de m'affronter parce qu'elles savaient que j'avais pas peur et que j'allais leur donner du fil à retordre. Et moi, je le voyais comme une occasion de moi aussi de progresser. Quand on s'entraîne avec plus fort que soi, fatalement, on élève son niveau. Donc, j'ai pu, par ce parcours et ces différentes performances, intégrer l'INSEP, notamment parce que je fais aussi 5e au championnat de France première division. Okay. Donc, je manque le podium, hein, c'est la médaille en chocolat, mais je fais une énorme performance. Enfin, je fais une très 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 grosse journée. Qui est assez marquante pour moi, mais aussi pour mon entourage. Et donc là, c'est parti. Je rentre à l'INSEP. J'avais changé de club aussi. J'avais rejoint le club d'Argenteuil, où il y avait donc le nom de Clarisse notamment, mais d'autres grandes athlètes aussi en judo. Et donc pour préciser, parce que on le reprécise pour ceux qui maîtrisent pas, mais il y a des catégories de poids. Tout à fait. Dans le judo, et donc Clarisse, elle est dans une catégorie au-dessus de toi. Totalement. Mais Clarisse, tu vas quand même toi t'entraîner avec elle de temps en temps pour exactement. Pour te tester, pour voir justement. Clarisse effectivement évolue dans la catégorie des moins de 63 kilos, moi en moins de 57 kilos. Effectivement, vous avez 7 catégories de poids au judo qui va de moins de 48 à plus de 78. Donc typiquement, je suis un poids moyen léger. Donc je peux m'entraîner avec des moins de 52 kilos comme des moins de 63 parce qu'on n'a pas non plus une énorme différence de poids. Donc l'opposition reste équilibrée et intéressante. C'est sûr que si je vais affronter une plus de 78 kilos, je pense qu'elle va s'ennuyer et que moi je vais être un peu frustrée, clairement, même si on peut s'adapter. Bien sûr. Donc on était un bon groupe de filles qui évoluaient vraiment à haut niveau, et puis il y avait effectivement Clarisse en tant que locomotive de cette équipe. Et donc j'évolue comme ça. J'évolue, puis je progresse tout le temps, d'année en année. Je prends plaisir. C'est dur, c'est fatigant, c'est éreintant. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Personne m'a forcé à le faire. Et c'est mon équilibre. C'est-à-dire que, après avoir passé une journée à la bibliothèque, avoir étudié des textes de droit, d'avoir des compositions. Je vois pas pourquoi, c'est tellement passionnant. Ouais, voilà. J'étais heureuse d'aller à mon entraînement pour pouvoir m'exprimer, puis de switcher. C'était deux environnements totalement différents, mais qui m'étaient vraiment nécessaires et qui m'apportaient un équilibre de vie. J'aurais pas pu m'épanouir en étant que sur un tapis de judo toute une journée, comme être dans une bibliothèque ou dans un amphithéâtre toute une journée. C'était pas possible. Donc il y a mon côté un peu hyperactif à remplir aussi son temps et à se dépenser d'un point de vue intellectuel et physique. Donc je m'y retrouvais totalement. Donc et du coup j'ai quand même ma 3e année de droit du premier coup au rattrapage. Hein, j'ai été la seule de ma promo à être au rattrapage. Tout le monde a eu sa licence. Donc on était en prépa, je me souviens, on était en stage prépa championnat du monde l'été. J'étais avec mes codes civils, mon code civil, mon code du travail. Magique. À réviser.
Ça alourdit la valise en plus. Ah ouais, super. Entre le kimono et le code, on était ravis. Et puis j'ai passé mes 3 partiels en septembre et j'ai eu ma 3e année de droit. Et là, ça a été quand même un des faits marquants sur le point de vue universitaire, parce que je me suis dit, c'est bête, mais je me suis dit, j'ai un bac plus 3, quoi qu'il se passe, je pourrais aller sur le marché du travail, pardon, et voilà, et vivre et m'assumer, etc. Puis j'avais souffert pour avoir cette licence de droit et j'étais vraiment fière. Et ensuite, mon parcours universitaire continue. Je rentre en master 1 de droit privé général là à la Sorbonne parce que je veux faire le M2, le master de droit du sport dispensé par la Sorbonne. Et puis là, il y a un cauchemar qui commence, c'est-à-dire que donc on en est à 4, 4 redoublements, CP, bac, L1, L2. Et puis, le Master 1, je vais mettre 3 ans à l'obtenir. Et je vis un cauchemar. Je vis un cauchemar parce que je commence à sérieusement douter de moi, à me dire que mes parents, faut qu'ils m'aident. Il y a un regard des autres qui est assez... Alors, je me suis jamais sentie jugée, mais toujours à me justifier, d'expliquer pourquoi je mets du temps, pourquoi c'est long. Vous voyez vos amis s'assumer, rentrer sur le marché du travail, et vous êtes là, vous avez 26, 27 ans, Master 2, vous êtes avec des gens qui en ont 23. Donc moi, je ne dis pas mon âge, je ne dis rien. Et puis je me dis surtout, est-ce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre ? C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'ai vraiment les capacités ? C'est une vraie question. Et puis je me prends des notes comme je m'étais jamais prise. Vraiment des 2 sur 20, enfin des choses très violentes. Et puis j'arrive à... Je crois que c'était la 2e année de M1, donc j'ai déjà redoublé une fois. Je me pose et je me dis vraiment, Morgane, qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Est-ce que tu penses qu'il faut continuer ou il faut se réorienter ? Parce qu'avec un Master 1 de droit, vous pouvez faire quelque chose, mais c'est assez quand même restreint dans les formations qui vous sont offertes et dans les débouchés. Et je me dis, non. Je me dis, moi, je suis là parce que je veux faire mon M2 de droit du sport et que c'est mon destin. Je suis peut-être... Enfin, mes mots sont peut-être forts, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pleuré, douté, questionné. Et là, je me remets en question, je fais du soutien, alors pas du soutien scolaire, mais je demande à quelqu'un qui puisse m'aider d'un point de vue méthodologique, d'organisation, pour avoir une vraie façon, une vraie méthodologie pour pouvoir travailler correctement de façon efficiente. Parce que je travaille beaucoup, mais mal. Donc je m'entoure. Et puis je réussis. J'arrive à avoir mon master. Donc je rentre en master 1 en 2015 et j'ai mon master 1 en 2018 au rattrapage. Okay. Voilà. Donc franchement, c'est laborieux plus. On va appeler un chat un chat. Je candidate au master 2. C'est un peu le droit du sport commence vraiment à se développer actuellement. On entend de plus en plus parler. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de masters en France. Il n'y en a que 6, que 1 à Paris. Donc je candidate dans 4 et 2 me retiennent, Paris et Lille. Et ce qui est drôle, c'est qu'à Lille, on me pose la question, on me dit mais 3 ans pour un Master 1 ? Pourquoi ? Et je savais qu'à un moment donné, cette question pouvait être posée et elle est légitime. Et je dis je réponds tout simplement en disant il y a certains ont besoin plus de temps que d'autres, mais si je suis devant vous, c'est que je sais pourquoi. Et pour conclure sur le volet universitaire, j'obtiens mon master 2 avec mention du premier coup. Donc tout ça pour dire que effectivement j'ai redoublé donc en tout 6 fois. Il y a 2 ans de ça, je pense que je n'aurais pas été capable de le dire tout simplement comme ça en dehors de mon cadre familial et amical. Mais je prends, et je te remercie Frédéric de me donner la parole,
je profite que tu me tendes le micro pour dire à toutes les personnes qui ont des difficultés scolaires, dyslexiques ou pas, hein, que c'est possible. Que moi, si j'ai pu en arriver là, on va continuer sur mon parcours professionnel. C'est possible, véritablement. Faut pas lâcher. Alors effectivement, c'est dur. Il y a des moments de doute, de déception, de jugement. Moi, on n'a jamais eu à me mettre la pression. Je me la suis mise toute seule. Comme je l'ai dit, dès le CP, je me suis dit, j'ai conscientisé que ça allait être compliqué. Mais si vous êtes déterminé, si vous arrivez à vous entourer, à vous faire aider, parce que on a tous besoin d'être aidés à peu importe notre niveau ou la forme, c'est possible. Et en plus, moi, j'étais pas prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui, et j'étais pas prédestinée aussi à faire du sport de haut niveau en judo, parce que je n'avais aucune facilité, quoi. Faut pas lâcher. Voilà. Et d'un point de vue judo, ça se passe comment? Parce que forcément, quand tu dis j'ai 27 ans, etc., d'un point de vue judo, on est déjà, sport, on est déjà presque vers Chez la les fin filles, de carrière. Ouais, tout à fait. Moi, j'arrive sur le tard, c'est-à-dire que en tant que cadette junior, je faisais je participais au championnat de France, je faisais des places honorables en tournoi, mais c'est tout. J'ai vraiment commencé à être, on va dire, une adversaire coriace à partir de 21 ans. Et à partir de entre 22 et 27 ans, j'évolue toujours en première division. Je me classe au championnat de France première division. Donc c'est pas non plus concluant, mais c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien, c'est pas négligeable. J'évolue toujours au niveau national et international. Je fais des médailles, je fais médailles à la Coupe d'Europe, plutôt des European Cup. Voilà, je fais plusieurs podiums. Je fais aussi en 2016, suite à mon titre de championne de France universitaire aux Jeux européens universitaires, je fais médaille de bronze. Donc, il y a toujours, c'est pas mirobolant, mais il y a toujours une évolution et il y a toujours des performances régulières. Par contre, il n'y a pas une performance qui sort du lot. Ouais. Voilà. Okay. Faut appeler un chat un chat. Mais je me dis, bah oui, j'ai 27 ans, mais le judo, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un chemin tracé. C'est-à-dire que chez les hommes ou chez les femmes, même si les femmes, c'est d'un point de vue général plus jeune que les hommes, on peut être un sport à maturité tardive. Il arrive qu'il y ait des judokas qui font très très grosses performances à plus de 30 ans. Je vais prendre un nom, je l'ai pas mis dans les personnes, je les ai pas cités dans les personnes inspirantes, mais ça va parler. Laetitia Blo, qui a été triple championne de France de judo, médaillée mondiale de sambo, qui a participé au championnat du monde du lutte, là qui fait du MMA. Laetitia a fait cette carrière après 30 ans. Donc je cite Laetitia, mais il y a d'autres exemples. Et moi, comme je mets du temps à progresser, à évoluer, mais que j'avance tout le temps et que mon envie et ma passion est toujours présente, ça ne me pose pas de problème, en fait. Ça ne me pose pas de problème. Et puis, encore une fois, j'ai l'intime conviction que c'est pas fini pour moi et que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés, même après 27, 30 ans. Ok, donc pour terminer, pour doucement conclure ce podcast, mais d'abord terminer sur la partie sport, oui. Justement, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés dans ta carrière de judo? Est-ce qu'il y a une étape ultime? Est-ce qu'il y a avoir des chances de participer au JO? Est-ce qu'il y a des chances de participer à une compétition en particulier? Ça permet aussi, en plus de le dire, et de peut-être pouvoir écouter dans un an et dire j'y ai été. Je l'ai fait, ouais. Voilà. Ou si j'ai pas fait, je peux me l'expliquer, parce que c'est ça aussi les objectifs. C'est pas toujours dire je les ai atteints. Le but c'est d'aller les chercher, mais il y a aussi des choses qui expliquent des fois. Puis voilà, bien sûr. C'est la vie. C'est très juste. Ta question est très juste. Je vais te répondre tout simplement. Il y a 2 ans, encore une fois, je m'étais pas fixé de deadline, on va dire, sur la fin de mon parcours sportif. Et puis les choses ont évolué et je me dis, Morgane, je te laisse 2 ans, 2 saisons pleines pour atteindre tes objectifs, en tout cas tout faire pour les atteindre. Si tu les atteins, c'est formidable, et si tu les atteins pas, c'est pas grave, tu auras tout fait pour, mais sans regret.
Donc ces objectifs sont d'être championne de France première division, ou du moins médaillée sur un championnat de France première division. Ok. On parle de championne de France parce que ça vous permet automatiquement de représenter la France au Grand Slam de Paris-Bercy, ce qui est énorme pour un judoka français. Et alors peu importe la nature de la compétition internationale à laquelle je prendrai part, mais d'en gagner une pour faire retentir une Marseillaise pour moi. Okay. Parce que j'ai déjà fait 2e, 3e. Donc, et même quand j'avais perdu contre une Française en finale d'une compétition européenne, on a eu la Marseillaise, mais c'était la sienne, c'était pas la mienne. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, ce sont mes objectifs que je me suis fixés d'ici novembre 2024. Voilà. Ça sera la deadline pour moi. Les Jeux Olympiques, clairement, sont... c'est pas, j'aime pas dire inatteignable parce que c'est pas ma façon de parler, mais clairement c'est pas, je ne suis pas en mesure de rivaliser à ce jour et d'avoir cette ambition là. Mais c'est bien de le dire, parce que comme on est un pays de spectateurs plus qu'un pays de sportifs, on se dit si une personne vient vous parler, elle vous dit je fais pas les JO. Bon, ok. Puis on parle à quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, non, le principe, c'est que les JO, on oublie quel niveau ça amène. Je crois qu'on se rend pas compte. Non, les gens se rendent pas compte. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye à chaque fois de le dire. J'essaye à chaque fois de dire, est-ce que c'est les JO? Si c'est pas les JO, ok, on explique et on donne du sens. Parce que pour tout le monde, la lumière, c'est les JO, mais il y a plein d'autres compétitions. Et on le rappelle parce que c'est ce qu'on avait dit avec Blandine quand elle était sur le podcast, c'est qu'on peut être hyper performante. Si la compatriote, donc la française qui est avec vous, elle est très forte, il n'y aura qu'une place en judo. Et j'ai presque envie de dire, c'est horrible. C'est horrible parce on est né, c'est comme un peu ceux qui sont bons tennisman et qui sont nés dans la période avec Nadal, Federer, Djoko, on les aura oubliés, ciao. Alors qu'en fait, on les met dans une autre génération d'avant ou d'après, ils performent. Ah mais c'est exactement ça, c'est encore une fois, c'est d'une justesse ce que tu dis, très importante, et qu'il est important que le public français s'en rende compte. Il voit que l'aboutissement, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Alors, on rentrera pas, ça ferait l'objet d'un podcast à lui tout seul. mais déjà, rien que faire les Jeux Olympiques, c'est un truc de fou. Mais rien qu'être sportif de haut niveau, en fait, tu vois. C'est parce que toi, t'es dedans, mais pour plein de parents, après ça dépend des types de sports, parce qu'effectivement il y a plus ou moins de concurrence, mais effectivement rien d'être sportif de haut niveau, faut déjà à moindre échelle. Nous au judo, si vous êtes champion de France première division, déjà c'est quelque chose qui est très significatif. Vous pouvez en parler à tout judoka, même un Teddy Riner, une Clarisse Agbenienou, ils vont pouvoir vous citer leur premier titre de champion de France. C'est quelque chose d'incroyable. Alors que si vous dites à quelqu'un, oui, je suis champion de France, ah oui, mais donc du coup, tu fais les JO. Enfin, pour eux, c'est rien, c'est du classique, alors que ça demande un travail énorme, parce qu'encore une fois, aussi, nous, en judo, on est une nation très très forte en France, avec une concurrence démentielle, comme au Japon. Et donc, il faut et puis chacun a ses objectifs aussi, et chacun a son niveau. Au fond, les Teddy et Clarisse ont tiré le judo vers le haut, mais ils ont foutu le dawa pour certains, parce que ça oblige, comme il y a beaucoup de participants maintenant, ça oblige à être encore plus performant, mais tant mieux, on va pas se plaindre, mais non, jamais, bien sûr. Je le dis avec un petit sourire, quoi. Voilà. Non, mais il faut le dire, effectivement, c'est horrible, il y aura le numéro 2 par rapport à Teddy, ne fera jamais les Jeux, quoi. Bien sûr. Alors qu'il est peut-être performant. Alors qu'il pourrait effectivement être champion olympique ou médaillé sur des Jeux. Ouais, c'est clair. C'est la voie d'être numéro 2. Ouais, c'est le sport de très haut difficile. niveau. C'est la loi. Et pour conclure sur le podcast, mais cette fois partie professionnelle, parce qu'on a suivi un peu le parcours et tout ça. Tout à fait. Ça donne quoi aujourd'hui ? Alors, ça donne quoi ? On est sur de l'actualité. C'est quelque chose de très récent. Suite à l'obtention de mon Master 2, j'ai évolué dans une association qui faisait de l'insertion professionnelle par le sport, auprès de jeunes en décrochage scolaire, bizarrement, ou éloignés du monde professionnel. Donc ça a été quelque chose d'important pour moi. Et puis, je me suis lancée dans la préparation d'un concours qui est peu connu, qui est un concours qui est de la fonction publique, qui est inspecteur jeunesse et sport. Qu'est-ce qu'un inspecteur jeunesse et sport ? Donc c'est un cadre d'État
qui travaille pour le ministère des Sports, qui assure la politique publique sportive de son territoire. Donc de son territoire, on est à l'échelle d'un département, d'une région, ou à l'échelle nationale si vous travaillez au sein du ministère, où vous pouvez aussi être en capacité d'évoluer dans le secteur fédéral, c'est-à-dire que vous pouvez être directeur technique national d'une fédération ou gérer un établissement public, c'est-à-dire tel un CREPS ou l'INSEP, par exemple. Voilà. Donc Morgane, dans 10 ans, on se revoit. Je suis toujours en train de faire mon petit podcast. Voilà. Donc... On est à l'épisode de 362. Alors, donc vous dirigez l'INSEP. On va repasser 2-3 morceaux de... Voilà. Mais effectivement, ça peut être ce genre de Tout à fait. Je voulais, j'en profite encore une fois, tu me donnes le micro pour faire connaître ce concours qui est trop méconnu, selon moi, et qui est passionnant. Donc j'ai eu le concours tout récemment, en juin 2022. Félicitations. Du premier coup. Paf, dans la tronche de tout le monde. Allez. Du premier coup, avec... Et est-ce que c'est pas le plus important? Est-ce que c'était pas celui-là qu'il fallait avoir du premier coup qui était plus important? Voilà, on s'en fout. exactement. Et c'était un concours, je ne savais pas ce qu'était un concours, la façon dont on le préparait. Vous pouvez avoir 15, mais si les 3 devant vous, ils ont 16, vous n'avez pas le concours. Hein. Ouais. On n'est pas là pour se battre pour 10, mais pour être le meilleur. Ouais. Et ça a été une victoire incroyable. Et même, je pense que tous mes proches me disaient, mais Morgane, tu te rends pas compte, en fait. Et donc, suite à ce concours, j'ai été affectée le 1er septembre dernier en tant que responsable de la politique publique sportive de la région Normandie. Okay. Voilà. Donc, c'est pour ça que t'es partie là-bas. C'est pour ça que je me suis un peu expatriée. À un moment, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui va pas, je l'ai pas entendu parler de la Normandie. Voilà, je suis arrivée à Rouen le 1er septembre. Donc, je découvre un nouvel univers, oui et non, parce que c'est très intéressant. On va dire que je suis de l'autre côté de la barrière. Où c'est moi qui coordonne certaines décisions prises par le gouvernement, mais par des personnes qui m'ont dirigée, c'est-à-dire des cadres techniques sportifs. Alors j'aime pas dire ça, mais c'est le fait. C'est un fait. C'est que moi je suis leur supérieur hiérarchique et je ne suis plus athlète. Voilà, c'est moi qui vraiment encore une fois dirige. Mais après en étant très humble, hein, je suis que agent de l'État. Voilà, et je pas avec un flingue. Alors voilà, bon, maintenant. Exactement, j'exécute, mais au-delà d'exécuter, j'ai un regard, je dirais, de terrain, de ce qu'est le... Ce que j'allais dire, t'as les pieds un peu dans les deux. Et si je me suis... Donc, on avait dit que je voulais être avocate. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats. Et suite à une rencontre, j'ai découvert ce qu'était l'inspecteur jeunesse et sport, le métier. C'est que le côté intérêt général m'a beaucoup parlé, et de pouvoir améliorer de l'intérieur la politique, faire part aussi de ce que je vois, pour que les jeunes générations puissent évoluer dans un cadre encore meilleur que ce que moi on m'a donné. Après, le sport m'a énormément donné, m'a structuré, m'a construite en tant qu'individu. C'est indéniable. Donc c'est ma modeste contribution à ce qu'on m'a donné. Faut savoir rendre, et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de sportifs de haut niveau qui soient dans les structures et autres, parce qu'on sait que c'est une discussion dans les fédérations et tout ça, on parle de personnes un peu trop âgées ou autres. Ça. Voilà. J'encourage vivement. Clairement. Il y a plein de choses à faire. Ça va, et c'est le but de ce podcast, c'est de parler de sport, mais de tout ce qui tourne autour du sport, du business autour du sport. Et quand je dis business, c'est pas dans le mauvais sens du terme, non, bien c'est sûr. Vivre du sport. Toi aujourd'hui, tu le sais, et malheureusement, hormis quelques personnes, il y en a très peu qui vivent du judo. Donc, il faut bien que tu aies une activité à côté. Et là, tu vas vivre du sport, entre guillemets, encore une fois, avec, faut le comprendre dans le bon sens du terme. Voilà, mais c'est l'objectif. Donc, écoute, Morgane, je te remercie 2000 fois pour cet échange. On a dû le reporter parce que voilà, il y a des choses de la vie qui font que. Et merci de t'être déplacé jusque Paris pour avoir pu le faire en présentiel, parce que toujours plus sympa. Voilà, quand on peut le faire en présentiel, on peut. Il y a des personnes, prochainement, je vais avoir un skipper
venir à Paris, c'est un peu moins. Et puis après, il faut que les agendas ils collent avec le mien aussi. Enfin bref, donc merci d'être venu. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on est vraiment dans le schéma d'aller au-delà du sport. Donc il y a des gens qui vont être un peu déçus, qui vont dire moi je veux qu'on parle de sport, que ça parle de sueur et compagnie. On a parlé de sport, mais on a aussi parlé d'un parcours, parce que mon but c'est ça aussi, c'est de parler de parcours de vie. Et je pense qu'il y a des parents qui pourront écouter pour se dire tiens, on a diagnostiqué mon enfant dyslexique. Et ben il se passe des choses, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, et j'ai plein d'exemples d'autres podcasts où il y a encore des choses plus graves que ça et les gens se disent c'est pas grave. Et donc franchement merci d'avoir osé le partager, merci d'avoir parlé ouvertement et franchement au micro, parce que ce que tu as dit tout à l'heure c'était vrai. C'est pas toujours évident de dire j'ai redoublé autant de fois, etc. Et parce qu'en plus on est très jugeant dans notre société, donc merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Merci encore de m'avoir donné la parole. Merci à Marine Gilly et David Larose pour cette rencontre. Ouais. C'est très gentil à eux. Je suis ravie. Et puis voilà, pour conclure, moi j'ai juste un message, c'est que c'est ma devise. S'acharner, c'est vaincre. Donc peu importe vos difficultés, votre parcours. On part pas tous de la même ligne de départ, c'est sûr. Mais vous avez votre ligne d'arrivée et rien n'est fini, rien n'est écrit, c'est vous qui êtes maître de votre destin, donc allez-y. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.